La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Aujourd'hui, nous allons parler de plasticité cérébrale avec mon invitée Marie-Christine Miquel. Si on vous parle de plasticité et de plastique en général, vous penserez sans doute d'abord aux matières plastiques bien utiles dans notre civilisation, mais en même temps très polluantes pour l'environnement. Mais le terme plastique a en fait une signification beaucoup plus large. Cela concerne tout ce qui est malléable, qui peut se modeler, que l'on peut façonner. Et le nom plasticité fait référence à cette propriété qu'ont certains corps d'être plastiques. C'est le terme employé pour notre cerveau, qui a justement ces propriétés de pouvoir se modifier afin de réorganiser ses réseaux neuronaux, de les défaire et de les recréer selon les nécessités. On a longtemps cru que les neurones se désintégraient avec l'âge sans possibilité de retour. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tout à fait exact. Il est vrai que nous perdons des neurones, mais notre cerveau a l'extraordinaire capacité de se réorganiser, de s'adapter tout au long de notre vie, quel que soit notre âge. J'ai hâte d'entendre Marie-Christine Miquel nous en dire plus à ce sujet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sylvie. Marie-Christine Miquel est maître de conférences émérite à l'Université Toulouse 3, où elle enseignait la biologie en général et la neurobiologie. Elle est chercheuse au CRCA, qui est le Centre de recherche en cognition animale. Elle est justement spécialiste de ces questions de plasticité cérébrale. Marie-Christine, je pense que tous les auditeurs attendent avec impatience d'en savoir un peu plus sur les capacités insoupçonnées de leur cerveau. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela ? Avec plaisir. Dans l'introduction que tu as faite, ce qui est intéressant, c'est ce terme de plastique. Il s'agit d'une propriété en fait qui vient de l'intérieur en quelque sorte. Le cerveau est à la fois stable et variable, et ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'humains qui dépendons énormément de notre cerveau, c'est la possibilité d'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que le cerveau à l'intérieur se modifie tout en gardant finalement la même forme, c'est ça ? C'est ça. Mais il se passe des modifications des neurones quand, pour une raison extérieure, il y a eu un trauma ou un accident, des choses comme ça ? Oui, donc on imagine dans cette espèce de masse gélatineuse un très grand nombre de neurones, des milliards, qui vont être connectés entre eux. Et c'est cette connexion par des éléments, des prolongements qui partent de chacun d'eux, des prolongements qui se terminent par ce que l'on appelle des synapses, qui leur permettent de communiquer. Ces connexions sont essentielles. Si le neurone en lui-même, il est atteint d'une pathologie, si par exemple il y a un accident vasculaire cérébral qui prive ces cellules de l'approvisionnement d'oxygène apporté par les vaisseaux sanguins dont on parlait tout à l'heure, eh bien le neurone privé d'oxygène va dégénérer, c'est-à-dire mourir. En revanche, il y a une capacité de réorganisation de l'ensemble des neurones qui sont connectés dans les différentes régions du cerveau, qui passent par une transmission continue des vagues synchrones, comme une onde. Et à partir du moment où cette onde peut contourner la plage qui n'a plus été oxygénée, on va récupérer une certaine fonction. Ça veut dire que les neurones changent de fonction. Finalement, certains neurones peuvent prendre la place des neurones qui ne sont plus là et qui assuraient une certaine fonction. Oui. Donc ça, c'est une des formes de la plasticité, c'est-à-dire que dans un cerveau adulte, on peut considérer qu'il y a des régions spécialisées dans certaines grandes fonctions que l'on va considérer comme la mémoire, ou on parlait des sens. Donc la partie extérieure du cerveau, qu'on appelle le cortex, est divisée en parties qui correspondent, au nombre d'entre elles, aux organes sensoriels. Donc le cortex visuel à l'arrière du cerveau, et puis tous les autres qui correspondent au territoire sensoriel et moteur. Et puis le cortex frontal avec
l'exemple très connu d'un individu qui s'appelle Phineas Gage, que tous les étudiants en neurosciences ont pris l'existence, qui a été percuté dans un accident dans son travail, percuté par une barre à mine, et donc son cerveau avait véritablement un trou au niveau du front. Quelle horreur! Oui. Et donc là, on est fin 19e, et donc il n'est pas mort. Il a conservé des capacités cognitives, comme on dit, des capacités à comprendre ce qu'on lui dit, à calculer, etc. Mais sa personnalité a beaucoup changé. Et c'est un peu la même chose pour les traumatismes crâniens. Donc on a des régions qui ont des propriétés qui sont indispensables à la personnalité. Pour en revenir à nos fameuses ondes, on constate, en particulier lors d'AVC, qu'il y a des récupérations fonctionnelles possibles. On peut visualiser l'activité cérébrale dans l'IRM fonctionnel, et on peut se rendre compte qu'effectivement, les zones activées pour réaliser une certaine tâche, écouter par exemple, ou décrire une image, vont être dévolues à d'autres. Lorsqu'il y a eu un AVC, éventuellement, elles vont, comme tu l'as dit, changer de fonction. Là, c'est une histoire d'accident. Maintenant, avec l'âge, des neurones qui se dégénèrent avec l'âge. En fait, ce qu'il est important de savoir, donc on parlait des extrémités, des synapses, de la connexion. Dans les pathologies et dans le vieillissement, les premiers dysfonctionnements se font au niveau de ces connexions, justement. Lorsque l'on perd connexion, on le comprend, on va perdre la capacité à faire des liens, pour schématiser. Néanmoins, on se rend compte qu'avec de l'exercice physique, avec une hygiène de vie qui comporte suffisamment d'antioxydants, on peut ralentir la progression de la mort neuronale, un petit peu comme s'il essayait de le rouiller en quelque sorte, il y a un petit peu trop d'oxydation. L'intérêt, c'est de faire effectivement attention à son régime alimentaire et à pouvoir faire de l'exercice non seulement physique, mais aussi intellectuel. Donc, in fine, c'est l'entraînement. Continuer à s'entraîner, plus un cerveau est mobilisé en quelque sorte, plus les petites connexions qui vont se faire entre les neurones vont être solidifiées en quelque sorte, vont pouvoir résister à l'impact des différentes pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, en fait, on ne peut pas régénérer les neurones, mais on peut avoir une action qui fait que les connexions se font mieux. Oui. Et donc, on peut entraîner le cerveau la personne peut entraîner elle-même son cerveau avec ce qu'on appelle le neurofeedback, ou si elle peut visualiser l'activité de son cerveau en même temps qu'elle effectue une tâche, par exemple, essayer d'associer une image à un son, eh bien, on va avoir une incrémentation, une augmentation de la rapidité avec laquelle ces opérations vont se faire. Donc, c'est pour dire que tous les apprentissages que l'on fait, que l'on soit en situation réelle ou qu'on se l'imagine du reste, tout cela mobilise ces connexions, ces petites synapses, cette connectivité qui permet de faire circuler le courant, en quelque sorte, en s'entraînant. On augmente la réactivité, la capacité du cerveau à exécuter ces différentes tâches. Ça fait plaisir ça, parce qu'on se dit qu'on peut avancer. À propos du langage et de la musique, j'avais entendu parler de personnes qui ne pouvaient plus parler à la suite d'un accident, mais qui pouvaient chanter une musique avec des paroles. Donc en fait, il y a des possibilités de connexion comme ça qui sont et les bègues aussi. Les bègues, j'en ai connu plus d'un qui bégayent en parlant, mais qui ne bégayent pas quand ils chantent. Donc il y a comme ça des connexions intéressantes. Oui, ça montre la diversité des capacités et la diversité aussi des humains. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le neurone lui-même, les neurones ensemble, les synapses. Une autre des capacités de plasticité de notre cerveau, tu l'as évoqué, c'est aussi cette neurogénèse adulte. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a à l'intérieur de chaque cerveau, dans quelques régions, enfin 2 en particulier, très très petites, ce qu'on appelle des cellules souches.
Cellules souches, ça veut dire qu'il y a une capacité de générer d'autres cellules. Donc, c'est des cellules qui sont capables de proliférer. On l'a dit, ce que les neurones ne peuvent pas faire. En revanche, il y a des cellules souches neurales qui vont donner des neurones et puis d'autres cellules cérébrales qu'on appelle les cellules gliales. Et donc, dans ces toutes petites régions du cerveau, on va trouver en quelque sorte un réservoir de cellules capables de proliférer tout au long de la vie. Alors, ce réservoir va s'amenuiser avec l'âge, mais normalement, chez un individu même vieillissant mais sain, on va trouver une capacité de formation de ces nouvelles cellules. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'une cellule peut trouver son chemin? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, une nouvelle cellule, s'il y a une petite zone où les cellules prolifèrent, si elles deviennent des neurones, qu'est-ce qu'ils font là? Donc ces cellules ne restent pas là, elles vont migrer, donc en particulier dans une des régions qui est importante pour la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. C'est complètement fascinant. Et elles vont donc se positionner aux côtés des neurones qui sont nés avec l'embryon, qui sont formés depuis l'âge embryonnaire. Et ces nouvelles cellules sont en quelque sorte des juvéniles. Vous voyez, si on imagine un individu qui a une quarantaine d'années, ces neurones ont donc pour la plupart une quarantaine d'années et vont être en contact de cellules qui ont quelques semaines. Et on s'aperçoit que elles ont des capacités électriques particulières. On a compris que c'est l'électricité qui est la conduction électrique qui permet la communication et donc la conduction et donc, in fine, les différentes fonctions qu'on a évoquées. Et bien là, à l'intérieur de cette région qu'on appelle l'hippocampe, dont on a dit qu'elle intervenait dans les capacités mnésiques, en particulier la capacité à s'orienter dans l'espace. Et bien, c'est les capacités de ces nouveaux neurones, ces neurones dus à la neurogénèse adulte, va permettre, en se connectant aux neurones existants, d'encoder, comme on dit, l'orientation d'un élément spatial. Donc, si je comprends bien, les neurones ne se régénèrent pas, mais il existe des cellules souches qui finalement ont des activités qui ressemblent aux activités neuronales. Alors, une fois, pour avoir des activités neuronales, elles deviennent des neurones. C'est-à-dire que quand elles sont cellules souches, elles prolifèrent. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une cellule se divise en deux, l'une va continuer le cycle de prolifération et l'autre va devenir un neurone. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un stock de cellules qui sont capables de se diviser, alors que leur sœur, entre guillemets, va devenir là un neurone. Bon, ou puisqu'on parle des neurones, on avait évoqué les cellules gliales, mais c'est... Je pense que ça donne beaucoup d'espoir aux gens qui se disaient, comme je vieillis, j'ai des problèmes de perte de mémoire, de perte de tout ça. Enfin, on peut agir dessus, finalement. Mais je pense que les gens seront très intéressés de savoir comment c'est tout ça. Et je crois que, on va en reparler la semaine prochaine. Si tu veux bien revenir avec moi la semaine prochaine. Au revoir, Marie-Christine. Merci Sylvie, au revoir.